Francis. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'imagine qu'en période de déconfinement, vous êtes heureux, fébrile de porter ces nouveaux titres de la rentrée. On va évoquer deux auteurs américains. On va commencer avec Stephen Markley, que vous allez nous présenter. Qui est-il? Alors, Stephen Markley, c'est un garçon de 35 ans environ qui est diplômé d'une université assez célèbre aux États-Unis, l'université de l'Iowa, qui a donné bon nombre de grands écrivains à la littérature américaine contemporaine. Et c'est son premier livre. Voilà. Mhm. Et il est originaire de l'Ohio, comme Qui le donne le titre de son titre? livre Mhm. l'indique. Et Stephen Markley, il appartient à cette génération de jeunes Américains qui ont vu leur pays basculer dans une période inédite. Il était en terminale quand les attentats du 11 septembre ont eu lieu. Et son roman nous permet de comprendre en fait ce qu'il est arrivé à l'Amérique depuis cette période-là. Tous les personnages de son livre, qui sont quatre, deux hommes, deux femmes, qui ont une trentaine d'années aujourd'hui, appartiennent à cette génération où tout a basculé. L'Amérique fait connaissance avec le terrorisme, elle se retrouve avec un nombre de victimes absolument historique sur son sol. S'ensuit la guerre en Irak qui est déclenchée par George Bush, ensuite la guerre en Afghanistan, et ça ouvre cette séquence forte en turbulence dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui. Je dirais que en lisant ce roman, on comprend comment Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, puisque s'ensuivent la crise des subprimes, la montée du populisme, la crise des opioïdes qui fait 50 000 morts par an aux Et on États-Unis. arrive à l'Amérique d'aujourd'hui. Et on arrive à l'Amérique Je vous propose, d'aujourd'hui. Francis, que on regarde une petite interview de Stephen Markley et puis je reviens avec quelques questions juste après. Tout à fait d'accord. As far as inspiration goes, initially I just had this idea for a murder mystery. And then I had these four characters, these four voices in my head. And as the book developed, I figured out that in order to sort of understand these characters fully, I had to grapple with the events of their lifetimes, you know, what had transpired as they came of age. The book follows Bill, a drug-addled alcoholic political activist who's muling a mysterious package back to his hometown. There's Stacy, a doctoral candidate who is returning to meet with a woman who truly scarred her in her past. There's Dan, a veteran of the Iraq and Afghanistan wars, who's coming home to have dinner with his former high school sweetheart. And finally, there's Tina, a woman who works at Walmart, and her reasons for coming home. I can't give you any spoilers. The book is not autobiographical in the sense that any of the events in it or the town itself even is taken directly from my life. It's more like this was the experience of what it felt like to grow up during a certain set of events, a certain set of political decisions that sort of rained wreckage down upon ordinary people. The one thing I will say is that in developing the book, it became very important to me to map those events onto the characters' lives. And I think that is sort of the most autobiographical part of it, the ligature between the characters and the political repercussions. The long answer to that question is that I originally wrote the book and intended it to be backward looking, to focus on these events of the past. However, when I finished it and sort of came back to it, I noticed this sense of unease and foreboding, which pretty much suffused every single page. And I think all of that began to be borne out in reality when the book sold, actually, shortly after the 2016 election. Yes, it does take a dark look at America, and for everyone who said that it was too dark, I now gladly accept your apology. I wrote this thing, so I'm just going to give this last answer reading off this screen, for which I apologize. Needless to say, the confluence of pandemic inequality, structural racism, state violence, and a horrifyingly savage and inept political leadership has left my country reeling. And we are truly, I believe, at a crossroads of whether we embark upon a long overdue change to these structures or we finally succumb to them and usher in a truly dark period of the American experience.
but I do strongly believe that art has a singular and powerful role in bringing to light the sins of the past and forestalling the sins of the future. This is obviously not an original idea of mine. One of the greatest American authors and Ohio authors, Toni Morrison, put it this way. I am a writer, and my faith in the world of art is intense, but not irrational or naive. Art invites us to take the journey beyond price, beyond costs, into bearing witness to the world as it is and as it should be. Art invites us to know beauty and to solicit it from even the most tragic of circumstances. Art reminds us that we belong here, and if we serve, we last. My faith in art rivals my admiration for any other discourse. Its conversation with the public and among its various genres is critical to the understanding of what it means to care deeply and to be human completely. Francis Geffard, voilà un texte déroutant, dérangeant, porté par une écriture volontairement agressive. Comment le livre a-t-il été accueilli aux États-Unis et vous-même, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qui vous a touché dans ce roman? Alors moi j'avoue que ce qui m'a vraiment impressionné, parce qu'on lit forcément beaucoup de manuscrits quand on est éditeur, je me souviens de ce que j'ai ressenti à la lecture de ces pages, et notamment en fermant le livre, où j'étais complètement assommé, impressionné. C'est un livre très sombre, donc un peu sonné aussi. Et j'avoue qu'il m'a fallu quelques jours pour me remettre de ça et de me dire qu'il y avait là quelqu'un quand même qui était assez impressionnant, qui avait une maîtrise narrative hors du commun, qui parvenait à donner à la vie de ces personnages une matière, une texture que l'on ne rencontre pas souvent dans la littérature qui s'écrit aujourd'hui, et qui arrivait, en partant de la vie de ces gens, à faire un grand roman politique. Et c'est la façon dont le livre a été reçu aux États-Unis. Alors, bien évidemment, nourri de toute l'ambiance politique et du contexte. Il faut savoir que depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, les Américains sont dans un shaker permanent. Je dirais, chaque jour apporte son lot d'outrances, de désinformation, de provocations. Et on continue à le voir à quelques mois de l'élection présidentielle américaine. Je n'avais pas jusqu'à présent trouver un jeune écrivain qui soit pleinement présent dans le monde qui est le nôtre, et c'est le cas de cet auteur et de la vie de ces personnages qui parviennent comme ça à faire résonner avec autant de puissance les thématiques, pas seulement des États-Unis, parce que nous sommes tous confrontés finalement au même problème. Les questions se posent aussi à notre pays. Enfin, quelqu'un qui réussit comme ça à saisir le malaise contemporain avec autant de puissance. Et ce qui va être intéressant, c'est que la chaîne HBO a acheté les droits d'Ohio pour développer une grande série. Et on imagine, en ayant lu le livre, ce que ça va donner à l'écran. Enfin voilà, je pense que c'est un livre qui a une importance culturelle et politique qui dépasse le simple objet littéraire. Stéphane Marclay, Ohio, le magazine Publisher Weekly, qui a dit de ce livre que c'était un premier roman exceptionnel, dérangeant et magnifique à la fois. Je précise que la traduction a été assurée par Charles Recourcé.